Abidjan le 25 juin. À la une de l'actualité, la volonté des chefs d'État de l'Afrique centrale et de l'Ouest de bouter la piraterie hors du golfe de Guinée. Principal objectif des assises de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La rencontre a pris fin aujourd'hui. Le dialogue politique entre le pouvoir ivoirien et l'opposition se poursuit. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé hier avec plusieurs responsables de l'opposition ivoirienne dans la ligne de mire la réconciliation et la reconstruction du pays. C'est le dernier virage pour qui frappe aux portes des universités et grandes écoles. Plus de 215 000 candidats sont depuis ce matin face aux épreuves écrites du baccalauréat 2013. Le film de cette première journée de composition dans ce journal. Et puis hospitalisé depuis maintenant 17 jours, Madiba suscite de l'émoi partout dans son pays et même au-delà. Les étapes importantes de la vie de Nelson Mandela deviennent des lieux de pèlerinage, notamment Kounou, le village de sa tendre enfance. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Bouter la piraterie hors du golfe de Guinée, c'est tout le sens des assises de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité maritime. Dans le golfe de Guinée, les chefs d'État de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont plaidé hier et aujourd'hui pour le déploiement d'une force navale internationale. Avec eux, le président ivoirien Alassane Ouattara, lui et ses pairs veulent mutualiser leurs moyens financiers et militaires pour lutter contre le fléau qui prend des proportions inquiétantes. Jérôme Kofi Aboul. 2 jours de travaux ayant réuni plus de 25 chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président ivoirien Alassane Ouattara dans la capitale camerounaise pour réfléchir sur la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Une rencontre des pays de la CEDEAO, la CEAC et la Commission du golfe de Guinée visant à déterminer des stratégies en vue de l'éradication totale des actes et activités illicites dans cet espace maritime comme le leur a demandé la résolution 2039 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'issue des travaux qui se sont déroulés les 24 et 25 juin 2013 a été marquée par la lecture de la déclaration dite déclaration de Yaoundé et la lecture du communiqué final ainsi que le discours de clôture du président camerounais Paul Biya, l'hôte du sommet. Il est à retenir pour l'essentiel que tous les pays concernés s'engagent ensemble à travailler à la stabilité de la zone par la mobilisation des moyens adéquats susceptibles de mettre fin aux crimes et vols à main armée répétés. Puis, avant de prendre congé de ses hôtes, le président Paul Biya a salué l'esprit constructif et de dialogue qui a prévalu tout au long de la réunion. Il a toutefois invité toutes les parties prenantes à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la mise en œuvre efficace des décisions prises. En marge de ce sommet de haut niveau sur la sécurité et la sûreté maritime, les présidents ivoiriens et camerounais ont eu un tête-à-tête. Alassane Ouattara et Paul Biya ont abordé le renforcement de la coopération entre les deux pays. Jérôme Kofi Aboul. Les échanges entre le président Paul Biya et le président Alassane Ouattara se sont déroulés au palais des congrès qui a abrité le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, CEDEAO et CGG dans la capitale camerounaise. À l'issue de cette audience, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a indiqué avoir parlé avec son hôte de relations bilatérales, mais cela non sans dire un mot sur le sommet sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée, le premier du genre que vient d'accueillir le Cameroun. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont des liens particulièrement étroits. J'ai la grande chance d'avoir été adopté par le président Biya depuis de nombreuses décennies, de par mes précédentes fonctions comme Premier ministre et ensuite au Fonds monétaire international. D'abord, je voudrais le féliciter pour ce sommet qui est important puisqu'il s'agit de la sécurité de nos mers, de nos frontières. Et la première fois que 2 zones régionales donc sont ensemble. Ça fait plus de 25 pays, la CEDEAO 15, la CEAC plus de 10 pays. Et pour voir comment organiser notre sécurité ensemble au plan maritime, mais également cela a permis de parler de sécurité en général. Et le sommet s'est très bien passé. Je me réjouis des décisions qui ont été prises, le fait que nous nous donnons une perspective pour que dans 3 ans, nous ayons des décisions contraignantes pour assurer donc la sécurité maritime. Alors nous avons bien évidemment, à l'occasion de l'audience que le président Biya m'a accordée, évoqué
les questions bilatérales, donc les excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Nous avons également parlé de la stabilité dans nos pays, la nécessité d'une plus forte coopération au plan économique et au plan financier, puisque nous partageons la même zone monétaire, même si ce sont deux zones séparées, mais c'est en réalité les mêmes monnaies, la même parité. Nous avons évoqué des questions ayant trait au continent, et donc les grands sujets au plan continental, et bien sûr, nous avons fait un tour d'horizon au plan international. Au moment où les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur la sécurité maritime et dans le golfe de Guinée, les marins de Côte d'Ivoire, eux, plaident pour l'achat d'une flotte maritime nationale. Ils l'ont exprimé à la faveur de la journée mondiale des gens de mer, célébrée aujourd'hui dans la commune de Treichville, ici à Abidjan. Une journée qui invite les autorités et les responsables du secteur maritime à améliorer les conditions de travail des marins et de l'équipage d'un bateau. Francis Boifo. Les gens de mer, ce sont les personnes employées à bord et au service de tout navire de mer, autre qu'un navire de guerre. Ils sont plus d'1 500 000 à travers le monde. En Côte d'Ivoire, l'on en dénombre environ 3 000. Le commerce international est basé à plus de 90% sur le transport maritime. En 2012, il y a eu plus de 20 millions de tonnes qui ont été reçues par le port d'Abidjan. Et nous savons tous que les recettes douanières constituent la grande partie des recettes de la Côte d'Ivoire. La célébration de la journée nationale des gens de mer, une occasion pour les acteurs de soulever les difficultés auxquelles les marins et les élèves marins sont confrontés. Depuis la disparition de la CITRAM en 1995, l'État n'ayant plus de navires pour employer les marins, il se pose un véritable problème d'insertion de nos jeunes frères qui sortent de l'académie. Nous voudrons vraiment la création d'une flotte marchande nationale pour une meilleure intégration des marins dans le tissu national et aussi international. La tutelle rassure que des dispositions sont prises pour améliorer les conditions de travail des marins. C'est de nos réflexions communes que sortiront les actions de grande envergure au bénéfice de la grande famille des gens de mer. La journée mondiale des gens de mer a été adoptée en 2010 par l'Organisation maritime internationale, OIT. Elle vise à lutter contre les fléaux susceptibles de menacer la sécurité de la navigation maritime. Le contrat de désendettement et de développement au cœur d'un séminaire de réflexion ouvert hier par Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien. Objectif proposé des voies d'accélération de la consommation du budget du contrat de désendettement au titre de l'exercice 2013. L'éclairage d'Alvorassa. Le contrat de désendettement et de développement C2D, signé en décembre 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France, est un mécanisme d'annulation des créances d'aide publique au développement à travers un refinancement par don des échanges de la dette à rembourser par la Côte d'Ivoire à la France. À ce jour, la plupart des projets est à la phase d'instruction. Les premières conventions d'affectation pour la mise en œuvre des projets devront être signées ce mois de juin. Mais une analyse a démontré que seulement 60% du budget 2013 pourra être consommé avec le rythme d'instruction des projets. D'où ce séminaire de réflexion pour faire l'état des lieux afin de prendre des mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de décaissement plus importants. Plusieurs projets sont en instruction. Donc il s'agit d'analyser l'ensemble de ces projets et voir les projets à fort potentiel de décaissement pour 2013. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, soutient dans son intervention que le contrat de désendettement et de développement est une volonté politique entre les présidents François Hollande et Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi il souhaite qu'en plus des ministères techniques, que les parlementaires ivoiriens et la société civile ivoirienne soient impliqués pour mieux l'apprécier. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du séminaire, cette volonté est le signe de la parfaite collaboration entre la France et la Côte d'Ivoire. J'apprécie votre soutien et votre engagement constant à nos côtés à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de relance économique après plus d'une décennie de crise. Ce soutien s'est manifesté singulièrement lors de la dernière crise post-électorale
par des missions d'assistance technique, des appuis financiers par des financements de programmes de développement à impact direct sur nos populations. Il se matérialise également au sein de la plateforme d'échange avec les partenaires techniques et financiers qui nous réunissent chaque trimestre. Le contrat de désendettement et de développement objet du présent séminaire en est une parfaite illustration. Le montant de la dette à payer à la France et qui revient à la Côte d'Ivoire et contrôlé par les deux pays est estimé à 1900 milliards de francs CFA. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan souhaite qu'après le premier contrat qui prend fin en 2015, qu'un deuxième soit signé de 2015 à 2020. Je vous le disais en titre, le dialogue politique entre le pouvoir ivoirien et l'opposition se poursuit. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a échangé avec les partis politiques membres du cadre permanent de dialogue. Il a, dans la même journée d'hier, rencontré la direction du Parti ivoirien des travailleurs et les responsables du Lions Club d'Abidjan. La reconstruction du pays, la réconciliation, la relance de l'économie et la lutte contre la pauvreté ont été passées au peigne fin. Alvarassa. Les partis politiques membres du cadre permanent du dialogue poursuivent leur rencontre avec le gouvernement ivoirien. Rencontre présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il est question du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Avant les partis politiques membres du cadre permanent du dialogue, le chef du gouvernement ivoirien a rencontré la direction du Parti ivoirien des travailleurs. Nous avons échangé sur la nécessité d'aller à la réconciliation et toute la place que nous voudrons prendre dans le cadre de cette réconciliation. Et nous avons fait la suggestion, et nous retenons cette suggestion des rencontres trimestrielles pour qu'ensemble nous trouvons des solutions pour aller vers cette réconciliation. Les responsables du Lions Club d'Abidjan, troisième groupe à échanger avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, sont venus lui faire le point de leurs activités et lui annoncer la grande rencontre africaine des membres de ce club service ici à Abidjan en 2014 pour définir de nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté à mener les années à venir. C'est le dernier virage pour ceux qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. Plus de 215 000 candidats sont depuis ce matin face aux épreuves écrites du baccalauréat 2013. Le film de cette première journée de composition ici à Abidjan avec Beckett Aliko et Adama Kone. Ils sont à l'épreuve. Plus de 200 000 candidats des filières générales et techniques composent au titre du bac 2013 depuis ce mardi matin. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, a sillonné les salles de classe des lycées techniques et classiques d'Abidjan pour s'assurer du bon déroulement des épreuves et encourager les candidats. Soyez décontractés, ne soyez pas stressés. Parce que papa, quand on est stressé, on oublie ce qu'on a appris. Donc c'est un examen. Je voudrais que vous soyez à l'aise. Je souhaite que pour cette évaluation, qu'on puisse démontrer que vous avez bien appris vos leçons. Il y a eu des pays où les candidats ont fait 100% au baccalauréat, pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Les sacs déposés à l'avant de la salle, les éventuels futurs universitaires ont planché sur l'épreuve de philosophie avec des sujets portant notamment sur la loi, la vérité et la liberté. Des candidats apprécient les sujets. J'espérais tomber sur ce sujet-là et je me sens heureuse. J'avais fait le bilan des bacs depuis 2000 jusqu'à 2012 et j'ai remarqué que chaque 2 ans, c'est le sujet de religion qui tombait. Et voilà, c'est tombé, je suis contente. Nous avons fait 9 mois à l'école, c'est pour rendre ce que nous avons appris au cours de l'année. Et pour le moment, ça va. Pour prévenir tout problème de santé, un service médical est mis en place. Au cours de ces épreuves, il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau des candidats, notamment des problèmes de stress qui entraînent souvent des fièvres, des céphalées, même parfois des diarrhées. Et donc nous venons en aide à ces élèves-là pour leur permettre d'être dans des conditions idoines pour passer leurs examens. Les épreuves écrites du bac s'achèvent le vendredi 28 juin prochain. Rendez-vous le 15 juillet pour les résultats. Dans la région du Beké, dans le centre du pays, ils sont au total 10 242 candidats face aux épreuves écrites du bac. Parmi eux, seulement 212 postulent pour le bac technique. Les équipes médicales ont été aussi installées dans les centres d'examen pour intervenir en cas d'urgence. Kwadjo Kwame. À l'instar des autres régions du pays, les épreuves écrites du baccalauréat session 2013 ont débuté ce matin dans la région de Beké.
Ce sont au total 10 242 candidats issus de 2 directions régionales, dont 4 277 pour la Draine 1 et 5 965 pour la Draine 2, repartis dans 18 centres qui frappent cette année aux portes des universités et grandes écoles du pays. Pour l'enseignement technique, ce sont 212 candidats qui composent. Ces candidats affichent un air de sérénité. Oui, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas peur. Je suis confiant. C'est au centre du lycée municipal Guibo Sunkalo que le préfet de région Konéaka a solennellement donné le top départ avec l'épreuve de philosophie. Le travail et la liberté sont-ils incompatibles? J'ai des arguments pour pouvoir argumenter ce sujet-là. Du 25 au 28 juin, les candidats plancheront sur les épreuves. Un calme olympien régnait dans les centres visités. Cependant, certaines salles n'étaient pas suffisamment éclairées. Mais selon les directeurs régionaux de l'éducation nationale, cela n'affecte en rien la sécurisation des épreuves. Par ailleurs, des équipes médicales étaient en place pour assurer les soins médicaux. La couverture médicale consiste à assister les candidats et le personnel d'encadrement. Sera déclaré admis tout candidat ayant obtenu 200 points sur 400 pour les séries A, B, C, D et 240 sur 480 pour les séries G. Les résultats seront proclamés le 15 juillet prochain. Autres examens qui ont débuté aujourd'hui, ceux de l'enseignement confessionnel islamique de Côte d'Ivoire. Les élèves sont en évaluation pour la fin d'année académique 2012-2013. Plus de 4000 élèves participent à ces examens de fin d'année du CEPI, BEPCI et BAC-I dans plus de 518 centres répartis sur le territoire national. Les centres d'examen d'Abobo ont été visités ce matin par les membres de la direction nationale de l'enseignement confessionnel islamique qui a déclaré que tout se passe bien dans l'ensemble. Autre sujet, la lutte contre le travail des enfants, plus que jamais renforcée. Le système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI, a été lancé cet après-midi par la présidente du comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara. C'était dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Viviane Haïm. Le travail de sensibilisation, de prévention et de remédiation contre l'exploitation et les pires formes de travail des enfants, conduit depuis 2 ans par le comité interministériel de lutte et le CNS, le comité national de surveillance, sous la houlette de la première dame Dominique Ouattara, a visiblement donné un coup d'accélérateur à la lutte au plan national contre le travail des enfants et leur exploitation dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. En témoigne la forte mobilisation qui a été constatée ce mardi après-midi de la part des populations représentées à travers ONG et comités villageois de surveillance présents au lancement du système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire, en abrégé le SOSTECI. Ce système de collecte d'informations qui va désormais être utilisé au plan national est un système internationalement reconnu qui va bénéficier de l'expertise du BIT, le Bureau international du travail, à travers son bureau Côte d'Ivoire, et qui va bénéficier aussi de l'appui financier des États-Unis et des grands groupes internationaux dans le domaine du négoce du cacao et la fabrication du chocolat. Le président du comité interministériel de lutte, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et la formation professionnelle, Moussa Dosso, qui a fait part de son optimisme à l'assistance, fixe pour l'horizon 2020 l'éradication en Côte d'Ivoire du fléau que constitue l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Le SOSTECI permettra de disposer d'une base de données fiable par la collecte, la gestion et l'analyse régulière des données relatives aux phénomènes en Côte d'Ivoire, de mieux orienter ainsi les actions de prévention et de protection, de faciliter le suivi et évaluation de ces actions entreprises. C'est donc le lieu pour moi de remercier toutes les structures et les personnes qui œuvrent à l'éradication du travail des enfants en Côte d'Ivoire, de les exhorter à redoubler d'efforts et à consolider leur collaboration avec le Comité national de surveillance, le CNS, et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation
et le travail des enfants, CIM. Je dois dire, Madame la Présidente, qu'à Genève, comme l'a rappelé le représentant pays, notre ami Laptelot, mais ce qu'il a omis de dire, c'est qu'il y a quelqu'un ici, un Ivoirien, un partenaire social, en la personne de M. Mangaé, qui a fait notre publicité parce qu'il est allé donc à Genève au BIT, auprès du directeur général du BIT, auprès également de la dame qui gère donc le programme IPEC du BIT concernant justement la question ici dont nous discutons cet après-midi, à parler des efforts du gouvernement. La présidente du comité national de surveillance, la première dame Dominique Ouattara, a félicité et remercié tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire pour leur détermination qui a pour résultat aujourd'hui que les instances internationales saluent les efforts entrepris par la Côte d'Ivoire pour l'élimination du fléau. La première dame leur a demandé de s'approprier ce nouvel outil de travail. Je demande à toutes les structures sociales de base, à la communauté des acteurs associatifs, aux ONG, aux coopératives agricoles de café et cacao, aux professionnels du cacao, ainsi qu'à toutes les structures publiques en charge de la lutte contre le travail des enfants, de s'approprier cet outil essentiel d'alerte, de prévention et de remédiation. C'est par notre action concertée et notre étroite collaboration que le phénomène viendra à disparaître pour le bien-être de nos enfants. Notons que dans sa mise en œuvre, le système de suivi et d'observation du travail des enfants en Côte d'Ivoire va connaître d'abord une phase pilote avant sa phase d'extension à partir de janvier 2015 à tout le territoire national. Le compte à rebours affiche jour J-6 pour la visite d'État du président Ouattara dans le district des Savanes. Avant lui, son épouse a fait de multiples dons dans toute la région. Ce soir, en se rend dans les départements de Ouangolo-Dougou et Sinématiali, les populations de ces deux localités ont reçu d'importants vivres et non-vivres de la part de la première dame. Elles sont sorties nombreuses lui dire merci et lui exprimer leur gratitude. Patricia Omouetia. 70 associations. C'est le nombre de communautés vivant à Ouangolo-Dougou dans la cité du Tchologo. Elles ont défilé pour souhaiter la bienvenue à la représentante de la première dame, Patricia Sylviao. Ça nous a plu tellement que vraiment on ne peut rien dire même, tellement qu'on est dépassé. Donc vraiment on lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. On a connu à Kadiaye l'arrivée d'Ado, c'est une joie très honoreuse pour lui. Il espère que son arrivée va changer beaucoup de choses à Ouangolo. Les conditions de vie, améliorer tout. Là, le vieux et puis prie beaucoup en donnant les bénédictions à Alassane. La porte-parole des élèves de Ouangolo est Madoussou Chérifou. Elle a fait part de ses doléances, notamment la construction d'une cantine scolaire au lycée de la ville. Requête favorable pour la première dame qui a déjà inscrit ce projet au nombre de ses priorités. Occasion pour le directeur de cabinet d'exhorter les populations à vivre dans la cohésion sociale et la paix pour que le développement règne au sein des communautés de la ville. Les enfants de Côte d'Ivoire, elle se préoccupe de leur sort. Elle veut que les enfants soient à l'école, chers parents. C'est pourquoi elle offre ce matériel. 6 tourniquets, 6 balançoires, 6 toboggans, 200 chaises pour enfants et 100 nattes pour les jardins d'enfants. Les cantines scolaires, il y a 1020 assiettes, 1020 cuillères, 60 bassines, 144 carafes, 720 verres pour les cantines scolaires. La somme de 2 millions de francs CFA a été offerte par la première dame aux associations des femmes de Ouangolo. Au centre culturel de Sinématiali, Patricia Sylviao a également transmis aux populations le message de la première dame et remis les dons aux autorités de la ville et à la représentante des femmes de Sinématiali. Heureuses, les populations ont dansé pour exprimer leur joie et remercier Dominique Ouattara pour sa générosité.
Retour à Abidjan, le code régissant la poste ivoirienne date de 1976. Il vient d'être remplacé par un nouveau texte. Le projet de loi a été adopté aujourd'hui par la Commission des affaires financières de l'Assemblée nationale. Il a été présenté par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné. Victorine Yoroboué. Il y a quelques années, la transmission du courrier ou du mandat était des activités propres à la Poste. Aujourd'hui, il suffit de se rendre à une gare routière et quelques heures après, le destinataire est en possession de son colis. Mais selon le Code des postes de 1976, qui régit le secteur de la poste en Côte d'Ivoire, ces entreprises de transport font une concurrence déloyale à la poste qui détient le monopole. L'État de Côte d'Ivoire a constaté cette libéralisation de fait du secteur de la poste. Il a donc décidé de proposer un nouveau code des postes adapté au contexte. Cette loi, c'est quoi? Cette loi consacre la libéralisation du secteur complètement, donc permet à tous les acteurs de venir à la condition d'avoir une licence, d'avoir une autorisation ou d'exercer une activité dite libre. Le second élément, c'est faire en sorte qu'il y ait des lois, des textes, qu'il y ait un cahier des charges mis à la charge de tous les acteurs dans le secteur, donc que chacun des acteurs sache exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et tout cela au bénéfice des utilisateurs. Avec ce nouveau code des postes adopté en commission par l'Assemblée nationale, la Poste de Côte d'Ivoire deviendra un opérateur comme tous les autres acteurs du secteur. Et le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication pense qu'au lieu de constituer un danger, la fin du monopole de la Poste de Côte d'Ivoire va lui permettre de se faire une nouvelle santé. À l'étranger, le retour de l'armée malienne à Kidal est imminent. Les autorités de Bamako et le MNLA se préparent. L'accord préliminaire à l'élection présidentielle prévoit le redéploiement des forces de défense et de sécurité à Kidal et dans toutes les autres localités de la région. Le Mali a signé ce texte préliminaire, souvenez-vous, à Ouagadougou, le 18 juin dernier, avec les groupes armés. L'accord prévoit expressément le cantonnement des groupes armés dans une zone de Kidal. Et puis on vient de l'apprendre, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert ce mardi pour déployer dès lundi prochain plusieurs milliers de casques bleus. Ces soldats de la paix, au nombre de 12 600, prendront le relais de la force panafricaine et des soldats français intervenus dans le nord Mali en janvier dernier pour chasser du nord les terroristes armés. Ces casques bleus doivent aider à organiser l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Et puis Nelson Mandela, toujours dans un état critique, hospitalisé depuis maintenant 17 jours. Madiba suscite de l'émoi partout dans son pays et même au-delà. Les étapes importantes de sa vie deviennent des lieux de pèlerinage, notamment Kounou, le village de sa tendre enfance qui reçoit de plus en plus de curieux dans la presse internationale. Reportage. Dans le Mandela Tour, la maison de Soweto est une étape obligée. Ce bâtiment de briques fut le premier vrai domicile du héros national. Il y vécut avec sa première femme Evelyn Mays, puis avec Winnie Mandela, avant son entrée dans la clandestinité et son arrestation. Les murs portent encore les stigmates de la répression policière. Cela me fait de la peine, surtout pour les enfants, la façon dont ils ont grandi. Ils étaient toujours enfermés dans la maison pendant que dehors, les balles sifflaient. La plupart du temps, ils vivaient sans leurs parents. Dans cet intérieur où chaque objet de la vie quotidienne a été conservé avec dévotion, des visiteurs du monde entier et des Sud-Africains de toutes les couleurs de peau viennent se recueillir. Cela m'inspire beaucoup de savoir que c'est là qu'il a fait ses débuts. Et ce sont les circonstances dans lesquelles il a lutté pour la liberté politique, pour son peuple et pour le futur de l'Afrique du Sud. Le quartier d'Orlando, où se situe la maison, est déjà un haut lieu d'attraction touristique. Dans le centre-ville de Johannesburg, face au palais de justice, l'immeuble où Nelson Mandela et Oliver Tambo ont ouvert le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud est également en passe de devenir un musée. Devant une sculpture de Mandela en boxeur, un père et son fils prennent la mesure du grand homme et de ce qu'il représente. Une part très importante de notre histoire et de notre pays aujourd'hui. Je pense que sans cet homme, les choses auraient pu très mal tourner pour beaucoup de gens. Un détour par l'ancien township d'Alexandra permet de découvrir l'endroit où Nelson Mandela, tout juste arrivé de sa province natale, y louait une petite chambre.
C'est possible de visiter? Non, c'est privé, excusez-moi. Le président Jacob Zuma a planté un arbre et promis d'en faire un lieu de mémoire. Enfin, la ferme de Lilies Leaf, entre Johannesburg et Pretoria, ancien QG de la branche armée de l'ANC, où Nelson Mandela a passé quelques mois dans la clandestinité, est un magnifique musée interactif. Autant de moments de sa vie qui, pour les Sud-Africains, sont les étapes d'un long chemin vers la liberté. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. Sur le cours de 21h, le débat de la rédaction présenté par Lassine Fofana sur la thématique des langues maternelles. Ensuite, une émission spéciale consacrée à l'édition 2013 de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny avec le président